une excellente journée sur France 3. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal des Alpes de la mi-journée. 1000 mètres d'entrepôt partis en fumée cette nuit à Domaine, en Isère. L'incendie a pris dans les locaux de l'entreprise Fimurex. Les pompiers sont encore sur place ce matin. 3 lances à incendie ont été nécessaires pour maîtriser le feu. Les prétendants à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes étaient en meeting hier soir. Des paroles et des promesses pour captiver les abstentionnistes qui semblent vouloir se mobiliser. Nous reviendrons sur le débat qui les a opposés sur notre antenne hier en fin d'après-midi. Et puis 2 degrés ce matin et jusqu'à 11 cet après-midi en pleine. Le thermomètre fait le grand écart aujourd'hui et laisse une plus large place au soleil tout au long de la journée. Incendie la nuit dernière dans un atelier de production de l'entreprise Fimurex à Domaine en Isère. C'est un transformateur électrique qui semble à l'origine de l'incendie. 75 salariés travaillent sur ce site qui a dû arrêter ses chaînes de production. Joël Serroni, Benoît Levaillant. Au plus fort de l'action, une vingtaine de véhicules et une soixantaine de pompiers ont opéré pour maîtriser l'incendie. Il est 2 heures la nuit dernière lorsque des odeurs suspectes sont signalées au centre-ville de Domaine. Le feu est très vite localisé sur le site des aciéries Bonpertuis, dans l'entreprise Fimurex. Quand les premiers pompiers arrivent sur place, les portes sont fermées et l'incendie s'est déjà propagé à la charpente. Notre priorité, c'est limiter la propagation du sinistre, donc mettre les moyens adaptés pour éviter que l'ensemble du bâtiment prenne feu et en étant vigilant sur la thématique électrique, risque d'électrisation, puisqu'on était confronté à 2 transformateurs alimentés électriquement. Un pompier est légèrement blessé par un retour de flamme, mais ERDF est rapidement sur place et coupe l'alimentation des transformateurs. Les dégâts dans l'atelier sont importants. L'électricité est coupée sur tout le site qui emploie 70 personnes. L'activité est arrêtée depuis ce matin. Les postes démarrent à 5 heures. Par contre, elle va pouvoir redémarrer pour une grosse partie de la journée. On est en train de faire le nécessaire pour avoir une alimentation électrique sur une grosse partie de l'usine, pour pouvoir reprendre la production. Une entreprise spécialisée est chargée de récupérer les huiles des transformateurs répandus sur le site. Quant aux pompiers, ils restent mobilisés car le risque d'effondrement de la toiture est important et des reprises de feu possibles. À Rumilly, en Haute-Savoie, ce sont des locaux communs à la Croix-Rouge et au Secours catholique qui ont pris feu hier soir vers 22h30. Pas de victimes là non plus à déplorer, mais des dégâts importants. Tous les détails sur notre site France 3 Alpes. Le procès des meurtriers présumés de Kevin et Sofiane touche à sa fin aux assises de l'Isère. Les dernières plaidoiries ont eu lieu ce matin. Vous êtes sur place, Jean-Christophe Solari. Les avocats, pour la plupart, ont demandé la relaxe de leurs clients. Oui Daniel, bonjour. Les plaidoiries effectivement de la défense s'achèvent en ce moment même avec Maître Giraud pour cette affaire qui risque 20 ans de réclusion criminelle. Et sur les 12 accusés, il y a donc eu en effet 7 demandes d'acquittement. Les avocats qui contestent pour la plupart la présence même de leurs clients sur les lieux ou leur participation au meurtre de Kevin et Sofiane. Une incrimination qui repose essentiellement sur le témoignage de 2 co-accusés, Ibrahim Kamara et Mohamed El Hadj, des témoignages forcément intéressés selon ses avocats. Restent 5 accusés qui reconnaissent les coups, avoir porté des coups, mais pas les coups de couteau mortels. Et sur ces 5 accusés, seul un avocat, Maître Dreyfus, assume la qualification de meurtre et l'idée de coaction. Pour les autres avocats, ils plaident tout simplement les coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner et ils contestent l'idée d'une action concertée qui aurait visé à tuer Kevin et Sofiane. On écoute à ce sujet Maître Lévy Soussan. Le principe de la coaction est lié à l'élément matériel de l'infraction. Mais pour que l'infraction soit caractérisée, il faut un élément matériel et puis aussi un élément moral. L'élément moral dans ce dossier, c'est avoir la volonté de tuer. Et nous partons, et je pars du principe que les 2 clients que j'assiste n'ont pas eu la volonté de tuer et qu'ils ont eu la volonté de participer à cette bagarre avec des objets. Et ils seront sanctionnés pour cela, je l'espère, par la cour d'assises.
Donc la Cour devrait entendre une dernière fois les accusés cet après-midi avant de se retirer pour délibérer durant 1 jour et demi. Le verdict est attendu samedi matin. Daniel. Merci Jean-Christophe Solari. Compte rendu complet ce soir dans notre édition de 19h. Bijoux, autoradio, téléphone, ordinateur, outils en tout genre. En tout, 80 objets volés ont été saisis lors d'une perquisition mardi à Émens, mettant encore en cause un mineur. Un paysagiste de Saint-Égrave a pu récupérer pour 5 000 € d'outils volés. Si vous êtes concerné par ces vols, deux numéros à contacter, la gendarmerie de Sassenage au 04 76 27 42 17 ou encore le 06 03 02 23 84. Politique, les 3 prétendants à la tête de la région Aura étaient en meeting hier soir à Lyon. Jean-Jacques Ayrault, le président sortant, fort de son soutien de l'ensemble de la gauche, est venu chatouiller les centristes. Laurent Wauquiez est élu à Saint-Étienne où il a prôné l'exemplarité des élus. Enfin, Christophe Boudot a une fois encore dit non à l'accueil des migrants lors d'un buffet débat à Villeurbanne dans le Rhône. Quelques heures avant ces meetings, les 3 postulants étaient dans nos locaux pour un débat à bâton rompu. Ils ont pu exposer et confronter les grandes lignes de leurs programmes respectifs. Exemple avec le délicat problème des déserts médicaux. On regarde un extrait de l'émission. Les maisons de santé, c'est dans votre programme aussi, Jean-Jacques Ayrault. Oui, bien sûr, d'abord. On peut tout promettre, mais c'est encore des dépenses supplémentaires. Nous avons lancé les maisons de santé en 2007. À l'époque, nous avons pris conscience justement du risque de fermeture d'un certain nombre de cabinets de médecins. Aujourd'hui, je prends que la région Rhône-Alpes. Il y a 85 maisons de santé. 85. Et vous vous rendez compte, pour 8 millions 85. Non, 85. Mais il y a, heureusement qu'il y a des praticiens qui sont aussi restés dans leur cabinet. Laissez-moi vous dire, monsieur Wauquiez, donc ne soyez pas démagogue sur ce plan-là encore. Donc, aujourd'hui, il y a des projets. Nous en avons recensé une centaine sur Rhône-Alpes-Auvergne. C'est bien. Ils sont dans les campagnes comme dans les villes. Après, les étudiants. Je vous donne le chiffre, monsieur Wauquiez, parce que vous semblez l'ignorer. Vous enfoncez les portes ouvertes dans cette campagne. Il y a 115 étudiants en médecine qui ont signé un contrat d'engagement de service public. Mais 115, c'est insuffisant. Il faut faire beaucoup plus. Je vous ai écouté. On a sous-estimé ce sujet. Il est temps d'agir. Je crois qu'on s'est trompé en France. Ça date aussi de la réforme de Xavier Bertrand. On voit aussi aujourd'hui avec la réforme de Marisol Touraine. L'accès aux soins pour tous est tout à fait sacrifié aujourd'hui. On veut même sacrifier la médecine libérale, alors que les deux systèmes sont très bons en France. Ils sont complémentaires, l'hôpital public et la médecine libérale. Et les maisons de santé doivent s'appuyer sur les médecins généralistes. Politique toujours, avec une exception dans le paysage politique haut-savoyard très ancré à droite. Servan est l'unique commune de ce département à avoir placé en tête la liste PC Front de Gauche au premier tour des élections régionales. Marion Feutry, Cédric Picot. Servan, 1130 habitants. C'est ici, au cœur du Chablais, que la liste PCF Front de Gauche a fait son plus gros score en Haute-Savoie. Pour la plus grande satisfaction du maire, 2e sur la section départementale de la liste. La confiance que les Servanais ont donnée dans leur vote de dimanche soir, il est lié à l'engagement de l'ensemble de l'équipe municipale de Servan, représentée par leur maire dans cette liste. Et je crois que c'est le résultat du travail au quotidien qui ont permis ce résultat. Dans le paysage politique au Savoyard, Servan fait figure d'exception. Un îlot rouge vif au milieu d'une marée bleue. La seule commune du département a placé en tête la liste communiste devant l'Union de la droite et l'Union de la gauche. Rien d'étonnant selon les habitants. C'est une commune qui vote communiste depuis très longtemps. Donc moi ça ne m'étonne pas. Et puis quand même une ambiance qui est différente, un peu différente. Moi j'ai des photos de mon grand-père sur une photo avec un marteau et une faucille. Je veux bien qu'on ait des idées politiques, mais je trouve que Servan, c'est vraiment particulier. Un passé qui a laissé des traces sur la façade de l'école. Un nom, Albert Boccagni, député maire, élu en 1927. C'est avec lui que la tradition communiste a commencé à Servan. Tradition poursuivie par Jean-Claude Reynaud, son gendre, et maire de la commune à son tour pendant 20 ans. Servan était très connu avec sa place rouge, et puis c'était un sujet de plaisanterie. Les gens disaient « Ah, mais à Servan, même les cochons sont rouges ». C'était une tradition. Puis le nom de mon beau-père était très connu, Boccagni, en Haute-Savoie. Il a été élu député après la guerre. C'était un grand défenseur de la paysannerie. Aujourd'hui, plus de paysannerie, mais la place rouge, elle, existe encore. L'héritage d'une longue histoire, visiblement toujours d'actualité.
Une cinquantaine de chefs d'entreprise, d'artisans et de commerçants ont signé un manifeste contre l'asphyxie économique de l'agglomération de Grenoble. Ils dénoncent l'engorgement de la circulation et les hausses de taxes principalement. Reportage Xavier Schmitt et Benoît Levaillant. Une affaire qui marche. En 10 ans, le nombre de salariés est passé de 5 à 150. C'est son PDG qui a sonné l'alerte dans le milieu économique grenoblois. L'an dernier, il a payé pour la première fois la taxe sur les transports de l'agglomération. Plus de 150 000 €, l'équivalent du bénéfice de l'entreprise. On se bat dans un contexte international, on se bat pour être les meilleurs, on se bat pour garder nos emplois. Et on ne peut pas continuer à supporter des taxes et toujours plus de taxes. Ou alors, si c'est le cas, il faut que ça soit une décision politique générale de dire on n'a plus besoin d'industrie, on ne veut plus d'industrie, mais il faut l'assumer. Et à mon avis, ce n'est pas la bonne solution. À l'origine de la grogne, la polémique sur le contournement de Grenoble. L'élargissement à 2 fois 3 voies validé par le Premier ministre et contesté par le maire écologiste Éric Piolle. Réaction ? Un manifeste contre l'asphyxie routière et économique a été signé par une cinquantaine de chefs d'entreprise et d'artisans. Aujourd'hui, ce manifeste est plus un appel de détresse, un appel au secours, on peut l'appeler comme ça. Il faut impérativement que nos élus, on se mette autour d'une table avec les acteurs économiques du territoire grenoblois afin que l'on trouve une solution. Des commerçants ont rallié la fronde. Selon eux, ils seront pénalisés par les projets municipaux pour restreindre l'usage de la voiture. Quand on prend des décisions qui emmènent la ville quand même sur des décennies, il faut quand même prendre la mesure du monde économique et voir un peu comment on peut faire et travailler en concertation et pas prendre des décisions unilatéralement. Ces entrepreneurs réclament aux élus de l'agglomération une stratégie commune pour enrayer ce qu'ils appellent le déclin grenoblois. Le deuxième volet de notre série sur les associations caricatives. Gros plan aujourd'hui sur l'Ordre de Malte France en Haute-Savoie, une association reconnue d'utilité publique qui propose un service de taxi social. Oui, allô Yves? Oui, c'est pour un transfert. Est-ce que tu es libre tout à l'heure? Non? Bon, bah à ce moment-là, j'appelle Célestin. À bientôt. Bertrand vient de recevoir un appel du 115 pour transporter une personne rapidement. En tant que délégué de l'association L'Ordre de Malte en Haute-Savoie, il cherche parmi les 10 chauffeurs un bénévole disponible. Les bénéficiaires sont des gens dans le besoin ayant des difficultés pour se loger ou se rendre à des rendez-vous médicaux. Célestin est bénévole depuis 10 ans et parcourt la ville d'Annecy lors de maraudes. Depuis peu, l'association s'est adaptée aux besoins des bénéficiaires. Ces gens-là, ils n'ont aucun moyen de locomotion, quoi. Bon, quand c'est interne à la ville, ils arrivent toujours à se débrouiller avec les bus, mais pour aller d'une ville à l'autre, que ce soit sur La Roche, Salanches, Thonon, parce que souvent dans les logements sociaux sur Annecy, il y a la mère avec les enfants qui est à un endroit, le père est à un autre endroit. Et quand il n'y a pas de place, ils n'arrivent pas à loger toute la famille au même endroit. Il y a 2 ans, l'association L'Ordre de Malte France a signé une convention avec le 115 pour créer une équipe mobile de transport d'urgence. L'objectif, débloquer des situations précaires. Souvent, ces gens-là, c'est des demandeurs d'asile. Ou alors une autre famille, c'était une dame avec ses 2 enfants, quand on déménage d'une chambre d'hôtel à une autre chambre d'hôtel, suivant les disponibilités, qui a beaucoup de bagages en plus. Alors ça fait... Mais c'est pareil, quoi. Bon, ils attendent d'être régularisés ou de trouver autre chose, quoi. Comme Célestin, tous les chauffeurs ont au moins 3 ans de bénévolat dans les maraudes. Une expérience qui facilite le contact avec les bénéficiaires. Voilà, mettez bien la ceinture. Pour la ville d'Annecy, ce transport social permet de désengorger les centres d'hébergement d'urgence. Pour la préfecture, tout le territoire peut être couvert. Ça permet surtout en fait d'optimiser les ressources en équipement logement du département et nous faisons essentiellement des transferts de Annecy vers d'autres communes où il y a des lits disponibles alors qu'ici c'est complet. Entre centres d'hébergement d'urgence et chambres d'hôtel réquisitionnées, cette année, le département de Haute-Savoie offre une capacité d'accueil de 830 places, soit 300 de plus que l'an passé.
Et une belle histoire de Noël maintenant, celle d'un retraité savoyard de Saint-Jean-de-Maurienne qui, malgré une longue maladie, a construit de ses mains une crèche qui est devenue au fil du temps la plus grande crèche du département. Elle fait plus de 9 mètres de long avec 270 personnages. Avec le bruit de l'eau qui coule au loin, dans ce local prêté par la mairie, le maître des lieux, Salvatore, ce retraité bricoleur, ne cesse d'expliquer aux enfants son œuvre. Et sa seule récompense, justement, ce sont ses regards émerveillés. Elle est très belle, on peut représenter beaucoup de choses. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Les rivières. Les dromadaires, les animaux. C'est un plaisir pour moi, surtout en ces périodes de Noël. Je vais retracer vraiment le Noël qui est important. Donc je fais découvrir ma passion et je fais partager. Dans ce garage, l'imaginaire se construit petit à petit. Ici, Salvatore repeint les puits, répare les moulins, il redonne une nouvelle vie à ses personnages. Toutes les années, j'essaie de changer justement la disposition. Et c'est de l'intuition. Alors je prépare un plan quand même dans ma tête. Et en fonction de l'avancement des travaux, puisqu'il y a des aménagements à modifier, eh bien mon décor est différent d'une année à l'autre. Je ne fais jamais pareil. Salvatore revient d'un cancer et d'une dizaine d'opérations. Pendant 5 ans, il a tout arrêté, mais il a fait la promesse à ses médecins de recommencer. Cette année, le retraité a installé un volcan. Sur les côtés, les maisons ont été brûlées par la lave. Du vrai blé pousse maintenant au pied de la montagne, un symbole pour montrer que la vie est la plus forte. C'est la vie qui renaît après un incendie. C'est tout un symbole, c'est l'espoir, parce qu'il y a eu une éruption, ce volcan a détruit, mais après renaît et revient la vie. La crèche sera ouverte tout ce week-end dès vendredi pour le marché de Noël, ensuite tous les après-midi jusqu'au 10 janvier. Tables et festins, c'est le titre de l'exposition organisée par la Fondation Glénat au couvent Sainte-Cécile de Grenoble. Thème central cette année, l'hospitalité dans l'art de la table. Isabelle Colbrand, Jean-Pierre Rivet. Comme chaque année, le Fonds Glénat organise une exposition donnant la part belle à la BD, en tant qu'art à part entière, en lien avec les arts du passé. Cette fois-ci, c'est autour du thème de l'hospitalité que sont proposées les œuvres contemporaines. Tables et festins revus à l'aune du XXIe siècle. Et pour les auteurs de bandes dessinées sollicités, le crayon fut aisé à manier. Il lui faut à peine quelques instants pour réaliser un petit chef-d'œuvre. C'est ce qu'on disait des grands maîtres. Il ne faut qu'une minute pour faire un dessin, mais on a mis 50 ans à s'exercer. Et donc là, nous avons des choses très, très amusantes sur les assiettes. Alors j'espère qu'elles ne s'effaceront pas et qu'elles vont rester dans la collection de la Fondation pour être montrées au public. Remontons le temps et penchons-nous sur cette hospitalité dans les peintures flamandes et hollandaises des XVIe et XVIIe siècles. Une trentaine d'œuvres nous invitent ainsi à découvrir la magie des banquets. Et l'on observe que les toiles sont en quelque sorte le menu du festin qui va suivre. Ainsi, sur les murs des couloirs s'affichent les mets qui seront proposés aux visiteurs, l'art de recevoir restant le maître mot. Oui, c'est un thème universel parce que tout le monde mange. Cela dit, tout le monde ne mange pas la même chose et pas de la même façon. Les tables de ces tableaux du XVIIe sont différentes lorsqu'on est en Hollande, qui est un pays plutôt protestant. Elles sont moins chargées de victuailles que les tables flamandes, qui est plutôt un pays catholique. Au fil de cette exposition, l'œil accroche le plaisir pris à mettre en scène la nourriture, comme si en près de 3 siècles, rien n'avait vraiment changé dans la notion de donner l'hospitalité. Prochain Journal des Alpes, 19h avec Pauline Allo. Merci de votre attention, bon appétit, bonne journée et à demain, midi.